Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler des boucles en JavaScript. Donc, les boucles vont nous permettre d'exécuter un code un certain nombre de fois et peuvent s'écrire de plusieurs manières. Donc, la première manière d'écrire une boucle en JavaScript, c'est d'utiliser une boucle tant que. Donc, on va écrire while et entre parenthèses, on va mettre une condition. Donc, ça sera le même système de conditions que l'on a vu dans le chapitre précédent consacré aux conditions avec le if. Et à l'intérieur, on va mettre un code qui va être exécuté tant que la condition est valide. Donc par exemple, si je veux afficher tous les nombres compris entre 0 et 10, je vais créer une variable i et je vais lui assigner la valeur 0. Et ensuite, je vais lui dire tant que i est strictement inférieur à 11, donc ça ira entre 0 et 10, dans ce cas-là, tu vas afficher i et tu vas incrémenter i en faisant i égale i plus 1. Alors qu'est-ce que j'ai écrit ici ? J'ai écrit une boucle qui va dire tant que i est inférieur à 11, tu dois exécuter ce code. I au début vaut 0. Donc il se dit, du coup, je dois rentrer dans cette boucle-là et exécuter ce code. À la fin de cette boucle, il reteste la condition. Il fait maintenant i vaut 1. Donc i est toujours inférieur à 11. Donc je continue à exécuter. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je sauvegarde ce code-là et que j'actualise, je vois bien que ça me donne tous les chiffres compris entre 0 et 11. 11 non compris. Donc lorsque l'on utilise une boucle tant que, il faudra faire très attention à ce que, au bout d'un moment, cette condition-là soit invalidée. Si on venait à oublier de mettre un i égale i plus 1, ce qui va se passer, c'est que notre boucle va être infinie. En effet, il va dire i est inférieur à 11, donc je fais console.log. Ensuite, je regarde, i vaut toujours 0, donc c'est toujours inférieur à 11, et je continue en boucle, en boucle, en boucle. Si j'essaie d'actualiser le navigateur avec cette condition, avec cette boucle écrite comme ça, ça va bloquer l'onglet. Si je l'écris sur un serveur, pareil, ça va bloquer la mémoire parce que ce code va continuer à s'exécuter en permanence et du coup, ça va bloquer les choses. Donc il faudra faire très attention lorsqu'on utilise une boucle while à faire en sorte qu'à un instant donné, on sorte de la boucle. Il est aussi possible de couper une boucle en utilisant le mot-clé break. Par exemple, si j'atteins la valeur 3, j'ai envie de lui dire de s'arrêter. Là, je peux lui utiliser une condition en disant si i est égal à 3, dans ce cas-là, je veux que tu sortes de la boucle, même si cette condition-là n'est pas remplie. Et là, on utilisera le mot-clé break. Break permet de stopper l'exécution d'une boucle suivant une condition. Donc là, par exemple, lorsque i vaut 3, il s'arrête, il sort de la boucle. Si je mets ici un code après coup, console.log salut, ce code-là sera exécuté à partir de 3. Si je retire le break, il continuera à exécuter le code quoi qu'il arrive, jusqu'à arriver à 10. Donc ça, c'est la première manière d'écrire les boucles en JavaScript. C'est la boucle tant que. Donc globalement, en français, ça se traduira par tant que une condition est vraie, alors, et ensuite le code que l'on souhaite exécuter. Donc ensuite, il existe une autre manière d'écrire les boucles avec le pour. Donc le problème de cette manière-là, c'est que ce n'est pas forcément évident de comprendre un petit peu comment elle fonctionne. On a la condition ici, mais on est obligé de créer une variable avec une valeur par défaut. Et ensuite, on est obligé de spécifier comment on va incrémenter le chiffre. Donc d'ailleurs, ici, si vous voulez incrémenter un chiffre, vous avez une nomenclature un petit peu plus simple. Vous pouvez écrire plus égale 1. Si vous faites ça, ça équivaut à ce que l'on a écrit. Ça veut dire i doit être incrémenté de 1. Et on a une version encore plus raccourcie où on peut écrire i++. Donc lorsque l'on écrit i++, ça veut dire fait i égale i plus 1. Et de la même manière, si on veut décrémenter, c'est-à-dire aller dans l'autre sens, on pourra mettre i-. Voilà, et là vous pouvez mettre n'importe quelle variable, évidemment. Voilà, donc là je vais remettre un ++. Donc la boucle for s'écrit de la manière suivante. On va mettre for, la valeur initiale. Donc là, je vais mettre par exemple for var j égale 0. Ensuite, je vais préciser la condition. Donc j'écris la même chose qu'au-dessus, j est inférieur à 11. Et ensuite, j'explique comment incrémenter. Et là, je vais mettre j++. C'est, vous voyez, les mêmes choses que ce que j'ai écrit au-dessus. Et ensuite, à l'intérieur de cette boucle, je peux faire un coup de console.log de j. Si j'actualise la page, ça va me donner encore une fois tous les chiffres compris entre 0 et 10. Donc là, ce sont deux manières différentes d'écrire la même chose. Encore une fois, en JavaScript, il existe plusieurs solutions. Donc on utilisera la boucle while pour des conditions un petit peu plus complexes et on utilisera la boucle for lorsque l'on veut parcourir un certain nombre d'éléments. Alors la boucle for peut aussi être utilisée pour parcourir un tableau. Imaginons, je crée un tableau d'élèves. Donc là, on va effacer tout ce que l'on a écrit.
et je vais créer une variable que je vais appeler élève. Et dans cette variable, je vais créer un tableau avec Jean, Marc et Marion. Si je veux afficher bonjour Jean, bonjour Marc et bonjour Marion, je pourrais être tenté de me dire, bon, je vais faire un console.log, j'affiche bonjour, puis le premier élève. D'ailleurs, je vais mettre un espace. Et pour pouvoir récupérer le premier élève, si vous vous souvenez, on utilise l'index 0. Donc là, je vais afficher bonjour Jean. Si je veux afficher ensuite bonjour Marc, je devrais dupliquer ces lignes-là et prendre cette fois-ci l'élément à l'index 1. Si je veux afficher le dernier élève, je prends l'élément à l'index 2. Et vous voyez qu'il y a un petit motif qui commence à se dessiner. L'avantage, c'est que je peux parcourir les différents élèves en utilisant plutôt une boucle. Donc globalement, je vais créer une variable i, et la variable i devra aller entre 0 et 2. Donc on peut utiliser un while ou un for. Donc là, nous, on va plutôt utiliser un for. Donc on va lui dire, pour la variable i est égale à 0, i est strictement inférieur à 3, donc comme ça ira entre 0 et 2. Ou vous pouvez mettre inférieur ou égal à 2, ça équivaut à la même chose. Donc nous, on va plutôt rester sur le inférieur à 3. Et ensuite, on va incrémenter i++. Donc vous pouvez utiliser la version courte ou mettre i égale i plus 1, comme vous voulez. Donc nous, on va prendre évidemment la version courte. Et à l'intérieur, on va lui dire, je veux que tu affiches l'élève en question. Et je peux directement récupérer l'index en mettant ici i. Voilà, et vous voyez que ça donne un code qui est plus concis. Si je réactualise la page, j'obtiens le même résultat. Bonjour Jean, Marc et Marion. L'avantage, c'est que si jamais je crée un nouvel élément dans le tableau, par exemple, je vais écrire un nouvel élève que je vais appeler Antoine. Le problème, c'est que du coup, il faudrait que je pense à modifier cette boucle et dire que maintenant, on ira entre 0 et 3, parce qu'on a un élément supplémentaire dans le tableau. Cette variable-là, on peut la récupérer dynamiquement. En fait, ici, j'écris la taille du tableau. Pour récupérer la taille du tableau, on l'a vu dans le premier chapitre, on peut faire élève.length. Voilà. Donc ça, c'est une notation que vous allez retrouver très souvent. Ça vous permet, la boucle for vous permet de parcourir simplement un tableau. On part de l'index 0, vu que c'est le premier élément du tableau. Donc ensuite, on va jusqu'à la taille du tableau moins 1, vu que l'index commence à 0, et on incrémente. Et après, à l'intérieur de cette boucle-là, je récupère tous les élèves. Je peux même choisir de créer une variable élève, qui sera l'élève en cours. Comme ça, plus tard, je peux faire des traitements. Et ici, hop, je peux ensuite afficher l'élève. Donc voilà un cas d'utilisation des boucles. Si je veux faire la même chose en sens inverse, c'est-à-dire afficher le dernier élève en premier, je peux le faire avec la boucle for. Il me suffit de lui dire, tu commences à la taille du tableau moins 1, pour commencer à l'index ici 3. Donc là, hop, je lui dis à la place de i égale 0, i égale la taille du tableau moins 1. Donc ensuite, je dois mettre la condition qui doit être remplie. Donc on va dire, tant que i est supérieur ou égal à 0, donc tant que i est positif, dans ce cas-là, tu continues. Et par contre, cette fois-ci, tu décrémentes. Donc là, i vaudra d'abord 3. Ensuite, i vaudra 2, puis 1, puis 0, puis moins 1. Et à moins 1, il va dire, ah, non, cette condition n'est plus remplie. J'arrête la boucle et je continue à exécuter mon code. Si maintenant je réactualise, ça me donne bien Antoine, Marion, Marc et Jean. Le tableau en sens inverse. Donc encore une fois, là je vous donne la boucle, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de son utilisation, on va prendre l'habitude de l'utiliser et ça va être plus simple. Encore une fois, comme pour la partie while, il faudra bien faire attention à bien écrire les conditions, parce que vous avez la même chance de faire une erreur et d'avoir une boucle infinie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter pour éviter de faire planter notre script. Alors je vous propose un petit exemple concret, histoire de voir un cas d'utilisation des boucles. Et je vais vous donner quelques pistes et vous allez essayer de créer le script soi-même. Donc je vais créer une variable que je vais appeler nombre. Et cette variable, on va lui donner la valeur 91. Et je veux que vous me créez une boucle qui vérifie si ce nombre-là est premier ou non. Donc si 91 est divisible par 90, 89, 88 et ainsi de suite jusqu'à 2, dans ce cas-là, le chiffre n'est pas premier. Alors pour vérifier qu'un nombre est divisible par quelque chose, par exemple si vous voulez vérifier que 91 est divisible par 2, vous pouvez utiliser la fonction modulo. Si vous faites 91 modulo 2, ça vous donne le reste de la division de 91 par 2. Si ce reste est égal à 0, ça veut dire que le chiffre est bien divisible. Par exemple, si je fais 80 modulo 2, ça me donne 0.
Donc pour savoir si c'est divisible, il suffit de faire 80 modulo 2 égale 0. Hop là, là j'ai mal écrit. Voilà, et ça me donne bien true. Par contre, si je teste avec 91, 91 n'est pas divisible par 2, et du coup ça me donne false. Donc voilà la seule indication que je vous donne. À vous d'écrire le script qui va permettre de vérifier si ce nombre-là est premier ou non. Donc pensez toujours à l'écrire d'abord en pseudocode, c'est-à-dire l'écrire en français, essayer de dérouler l'algorithme et ensuite de le traduire en JavaScript. Voilà, alors j'espère que vous avez essayé de le faire et on va d'abord réfléchir à la logique. Donc on va d'abord écrire en français la définition. Donc un nombre est premier, donc on va mettre nombre est premier si il n'est divisible que par 1 ou lui-même. Alors cette définition n'est pas forcément facile, par contre si on l'inverse, on dit qu'un nombre n'est pas premier si il est divisible par un nombre compris entre 2 et lui-même, entre guillemets, moins 1. Donc si je prends le cas de 91, si j'arrive à le diviser par quelque chose compris entre 90 et 2, ben, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Du coup, il va me falloir écrire une boucle, c'est-à-dire tester de diviser 91 par chaque chiffre compris entre 90 et 2. Donc là, on va écrire une petite boucle. Donc on fait un for, on prend une variable i, et on va lui donner la valeur 2 initialement. Ensuite, on va lui dire, il faut que i soit inférieur à mon nombre. Donc on va mettre strictement inférieur à mon nombre. Et ensuite, on va incrémenter. Si je fais ça, je peux commencer à faire un console.log de i. Si je fais ça, ça va me donner tous les chiffres compris entre 2 et 91. Ça me donne jusqu'à 90. Maintenant, je dois vérifier, est-ce que ce nombre-là, est-ce que 91 est bien divisible par ce nombre-là? Donc là, je peux faire un 91 modulo i. Est-ce que c'est égal à 0? Donc je peux mettre un triple égal, vu que je sais ici que je vais retrouver un entier. Ou je peux mettre un double égal, ça fonctionnerait de la même façon. Si je fais ça, je vois que ça va me donner false un certain nombre de fois, puis ça va me donner true. Ça veut dire que quelque part, il y a un nombre qui est divisible. Donc là, on va mettre une condition. On va dire, s'il y a un nombre qui le permet de le diviser, on va mettre if 91 modulo i égale 0. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est divisible. Et dans ce cas-là, on peut afficher quelque chose en disant ce nombre n'est pas premier. Console.log, ce nombre n'est pas premier. Donc là, attention, je refais l'erreur avec les guillemets. Donc je vais échapper ce caractère-là. Et je peux même mettre une autre phrase, console.log, en mettant mon nombre est divisible par, et je vais mettre la valeur i. Alors pour savoir qu'est-ce qui le divise. Et enfin, je fais un break parce que ça ne sert à rien de continuer. Si maintenant je réactualise la page, on me dit 91 est divisible par 7. Effectivement, si je fais 91 divisé par 7, ça me donne 13. Donc ce chiffre-là n'est pas premier. Le souci, c'est qu'à la fin de cette boucle, j'aimerais bien faire console.log, ce nombre est premier. Si le nombre est premier, alors comment je peux faire ça? Donc j'ai plusieurs solutions. Soit c'est parce que je suis arrivé au bout de ma boucle, c'est-à-dire que i aura bien la valeur nombre moins 1. Soit je peux créer un booléen en mettant est premier, et on va lui dire que par défaut c'est vrai, c'est-à-dire que le chiffre est premier. Et si jamais je rencontre quelque chose qui le divise, je change la valeur de ce est premier et je lui donne la valeur fausse. Maintenant, à la fin de ma boucle, pour savoir si ce nombre est premier, il me suffit juste de vérifier la valeur de la variable est premier. Si cette valeur est true, ça veut dire que à aucun moment je n'ai rencontré cette condition-là, et du coup mon chiffre est bien premier. Donc si je réactualise, ça me donne 91 est divisible par 7. Si je teste et que je mets cette fois-ci 97, et qu'ici je remplace la valeur, c'est directement le nombre que je veux tester, maintenant on me dira, pour le cas de 87, ce nombre est bien premier. Donc d'ailleurs on peut mettre, le nombre plus est premier. On me dit bien 87 est premier. Si je sais une autre valeur, on va mettre 22.
22 n'est pas de premier, il est divisible par 2. Si je teste 31, hop, ça me donne bien un nombre premier. Donc voilà comment on peut écrire une boucle. On va faire un second exemple, histoire de bien vérifier, on va créer un tableau. Donc je vais créer un tableau qui contient des élèves. Donc là on va appeler cet exemple test nombre premier. Alors si vous voulez mettre un commentaire juste sur une seule ligne, vous pouvez mettre //. Si vous faites ça, tout ce que vous mettrez après, mais seulement sur cette ligne, sera un commentaire. Donc là on va l'appeler test nombre premier. Donc on va créer un tableau qui contient plusieurs élèves. Alors on peut créer un tableau qui contient des objets, ça ne lui pose absolument aucun problème. Donc on va créer un premier objet qui sera le premier élève. On va lui mettre un nom, on va mettre Marc. Ensuite on va lui donner une note ou une moyenne. Et on va lui donner 15. Je crée un second objet où je vais lui donner un nom, ça sera Marion. Et je vais lui donner une moyenne de 8. Enfin, je vais créer un dernier élève que je vais appeler Antoine. Nom de point Antoine. Et je vais lui donner une moyenne de 4. Il était vraiment mauvais. Alors vous pouvez vous dire, voilà là, tu mélanges un petit peu les choses là. Tu crées un tableau avec des objets. Ça, on n'a pas vu comment le gérer. Ben, ce n'est pas plus compliqué. Si vous faites un coup de console.log et que vous prenez l'élève à l'index 0, donc c'est le premier élève, ben vous obtenez l'objet. Si vous voulez récupérer le nom, ben vous faites .nom. Si vous voulez récupérer la moyenne, vous faites .moyenne. Donc le but ici, c'est de créer une boucle qui va parcourir chaque élève, comme on l'a vu précédemment, en utilisant la boucle for, et qui va nous afficher les élèves qui sont en dessous de la moyenne. Donc encore une fois, je vous laisse essayer de le faire, et ensuite on débug ensemble. Donc si je l'écris en pseudocode, alors là, hop, on va mettre ce pseudocode juste au-dessus. Et là, on va mettre exercice des élèves. Donc j'écris d'abord ma logique. Donc pour chaque élève, si la moyenne est inférieure à 10, ou strictement inférieure à 10, je ne sais pas si à 10 on a la moyenne, non, ouais, on va mettre strictement inférieure à 10, alors, afficher le nom, n'a pas la moyenne. Donc on doit maintenant traduire ça en JavaScript. Donc le pour chaque élève, c'est ce que l'on avait vu tout à l'heure. On fait pour la variable i est égal à 0, i est strictement inférieur à la taille du tableau, et ensuite i++. Donc ça, c'est une boucle que vous allez commencer à écrire vraiment de manière automatique. C'est dès que je parcours un tableau, j'écris ça. Et tout de suite, je crée une variable qui contient l'élève en question. Je fais ça pour éviter de me trimballer cette variable-là qui n'est pas forcément facile à comprendre. Là, je comprends bien que je parle d'un élève. Donc maintenant, j'arrive dans cette condition. Si sa moyenne est inférieure à 10, donc if, la moyenne de l'élève, c'est élève.moyenne, est inférieure à 10. J'arrive maintenant ici, je dois afficher le nom de la personne. Donc je fais console.log, élève.nom. Ça me donne le nom. Et j'affiche n'a pas la moyenne. Donc là, je vais mettre des doubles guillemets. N'a pas la moyenne. Voilà. Si je réactualise, ça me dit Marion n'a pas la moyenne et Antoine n'a pas la moyenne. Donc mon script me permet comme ça de détecter les gens qui n'ont pas la moyenne. Donc voilà comment on peut utiliser les boucles. Donc on peut utiliser les boucles soit avec un nombre particulier pour pouvoir faire un certain nombre d'itérations. Donc dans mon cas ici, je devais récupérer toutes les valeurs comprises entre le nombre et i, qui valait 2 par défaut. Et ça peut aussi être utilisé pour parcourir un tableau. Ça a l'avantage de nous permettre de manière automatique de lister des informations. Si maintenant le tableau change, par exemple je crée un nouvel élève que je vais appeler Jean et qui a lui 14 de moyenne, dans la boucle il m'affichera ces différents trucs. Et si je veux changer la boucle pour que ça affiche aussi ceux qui ont la moyenne, là je peux utiliser un else et faire un coup de console.log, hop là, élève.nom plus à la moyenne. Voilà, comme ça, si
la moyenne est strictement inférieure à 10, ça m'affiche ça, sinon ça m'affiche ça. Donc on peut vraiment mixer les deux choses que l'on a vues, les boucles et les conditions. Si maintenant je réactualise la page, je vois que ça m'affiche que Marc a la moyenne, parce qu'il a 15, Marion et Antoine ne l'ont pas, par contre Jean a la moyenne. Donc ça peut vous être utile pour afficher les résultats d'un contrôle ou des choses comme ça. Donc voilà pour l'utilisation des boucles en JavaScript. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux manières d'écrire les boucles. En utilisant le while et en mettant une condition, en faisant bien attention que dans le code du while, on modifie les variables pour qu'à un instant donné, la condition devienne fausse, au risque sinon de créer une boucle infinie. Ou on peut utiliser le for. Le for, pour en français, nous permet directement de mettre les conditions qui permettent d'effectuer les itérations, donc de faire encore et encore cette boucle, en une seule fois. Donc c'est beaucoup plus utilisé parce que c'est aussi beaucoup plus lisible. Donc c'est utilisé pour exécuter un code un certain nombre de fois. Ça s'avérera très utile lorsqu'il s'agira notamment de parcourir des tableaux. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons voir la notion de fonction. Donc les fonctions vont nous permettre d'automatiser les choses.